Au cœur même du Congo, sous la couche dense de ces jungles anciennes, se cachent des mystères qui ont fait dresser les cheveux sur la tête des explorateurs et des scientifiques. Dans les profondeurs de cette jungle infranchissable, le monde a été témoin de découvertes étranges et horribles qui défient toute explication. Des créatures étranges tapies dans l'ombre aux phénomènes inexplicables qui enfreignent toutes les lois de la science. Le Congo est devenu un puzzle effrayant qui a rempli le monde de terreur. Rejoignez-nous pour découvrir les découvertes les plus terrifiantes au Congo qui ont mis le monde entier en haleine. La montagne d'or. Récemment, ce qui semble être une montagne d'or a été découvert au Congo, attirant des milliers de villageois qui l'ont déterré avec des pelles et leurs mains. En quelques années, la plupart des frontières sont définies par les Européens, malgré les nombreuses résistances des peuples colonisés. Les résistants se sont opposés vaillamment contre l'oppresseur occidental durant toute la période de la colonisation. Parmi les principales résistances, on peut citer les Zoulous en Afrique du Sud, l'Empire de Sokoto au Nigeria, les Ashanti en Gold Coast. Les frontières mises en place progressivement par les Occidentaux furent tracées, sans tenir compte la plupart du temps des peuples vivant sur cette terre. Seul l'intérêt commercial et la volonté de puissance importaient aux yeux des Européens. La frontière à l'européenne n'était pas celle pratiquée par les peuples africains. En effet, il s'agissait plutôt de zones vierges dans lesquelles étaient pratiqués des échanges entre peuples. Lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit, là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Savorien de Brazza, je vais répéter, Savorien de Brazza, un Italien naturalisé français, et Henri Morton Stanley s'est dû disputer la terre du Congo. Ils ont commencé ici, ils allaient tracer une frontière. Ah, ici c'est la France, là c'est la Belgique, là c'est la France. On arrive dans une certaine localité, la frontière arrive dans un cimetière. Et elle passe au milieu d'un tombeau dont la tête du chef coutumier se trouve du côté du Congo-Brazzaville et le reste de son corps du côté de la RDC. Alors j'ai dit à Boisbouvier que ça c'était les frontières tout ça externes. Toujours avec Boisbouvier. C'est très grave. Mais à l'intérieur, j'avais dit ceci à Boisbouvier, entrons maintenant à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les connaissances à ma disposition me disent que le Moulou-Badi Katanga et le Moulou-Badi Kassai sont un même peuple. Avant les frontières coloniales, leur pays était un. Et quand la Belgique a fabriqué ces provinces, elle a tracé une frontière coloniale qui a séparé le Katanga du Kassai. Et à cause de cette frontière coloniale, les Kassaïens sont chassés au Katanga, malmenés à cause d'une frontière coloniale. Les frontières qui sont tracées actuellement, que nous avons, n'étaient pas les mêmes que celles qui existaient avant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin qui a eu lieu en 1885. Le Rwanda était beaucoup plus grand. Ces territoires s'établissaient jusque dans des régions actuelles de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda et de la Tanzanie. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Une contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Prendre cette série de conflits qui agitent le Congo depuis maintenant 96, il faut comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en 94. Et la fin du génocide, ce sont des rebelles à majorité Tutsi qui chassent les génocidaires,
Hutus. Et où vont ces génocidaires? En fait, ils vont chez le voisin congolais. Ces rebelles Tutsis, ils chassent leurs anciens génocidaires, mais ils se disent on va pas les laisser habiter tranquillement de l'autre côté de la frontière, ils pourraient venir nous réattaquer dans quelques mois, dans quelques années. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de poursuivre encore leurs ennemis d'hier jusque sur le territoire congolais. Ils s'arrangent une sorte de droit de poursuite, et donc ça va vraiment transposer le conflit au Rwanda sur le territoire congolais. Alors dans un premier temps, ils accueillent en partie les anciens génocidaires, et puis les relations vont se tendre, les rebelles Tutsis rwandais vont aussi commettre beaucoup d'exactions, donc les Congolais vont petit à petit se rebeller face à ça, construire des milices d'autodéfense face à ce qu'ils vont percevoir en fait comme globalement des invasions venues de l'étranger, et ça va être la première étincelle de conflictualité vraiment au milieu des années 90. Il y a des rébellions qui contestent le pouvoir de Kinshasa, qui vont donc essayer de faire tomber le gouvernement à intervalles réguliers. Et pourquoi c'est toujours lié à de la politique extérieure? C'est que ces rébellions congolaises, elles sont souvent financées par les pays voisins, et notamment le Rwanda, toujours avec ce prétexte qui est en partie entendable. Le Rwanda finance ces rébellions en disant il nous faut des soldats sur le territoire congolais, toujours pour nous protéger du risque d'un nouveau génocide. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'est du Congo, on dénombre en fait entre 50 et 70 groupes armés, juste sur cette petite portion de l'est du Congo, qui sont plutôt en fait des chefs de guerre qui ont le pouvoir, une certaine influence sur presque un petit îlot de territoire autour de, généralement c'est un village ou un groupe de villages, mais en même temps c'est des protecteurs, mais c'est aussi souvent la principale menace pour les habitants de ces villages, parce que la présence de combattants armés dans un village, c'est aussi le risque d'être visé par un groupe voisin. Donc ça c'est la situation aujourd'hui, situation qui est alimentée, c'est peut-être la dernière chose, par l'extrême richesse du sous-sol congolais qu'on évoque souvent, on parle souvent des minerais de sang. C'est un facteur de prolongation du conflit, puisque ces petits groupes villageois, finalement, ils taxent les gens qui vont à la mine, ils taxent les commerçants sur les marchés, et c'est comme ça qu'ils se financent et qu'ils continuent d'exister.